Nous allons traiter de l'Inde aujourd'hui au programme. C'est un sujet que l'on traite, qui est rarement traité sur Radio Courtoisie. C'est un pays que l'on connaît peu. Et pourtant, c'est un pays puissant. C'est la première puissance démographique, il me semble, de nos jours. Et puis, pour traiter de ce sujet, nous avons une spécialiste de l'Inde qui est notre invitée aujourd'hui, Pauline Garaude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de l'Inde et du Pakistan. Donc, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises. Vous êtes même l'auteur d'un livre sur l'Inde. Aux éditions de la Découverte et du Pakistan. Et c'est une région que j'ai bien couverte et que j'ai découvert depuis les années 2000. Donc je peux effectivement témoigner de l'essor, du non-essor et surtout de l'évolution de l'Inde. D'accord, très bien. Donc, vous connaissez bien ces sujets. Vous êtes, comme je viens de le rappeler, vous avez été sur place. Vous ne traitez pas de ce sujet à distance. Vous connaissez bien. Vous avez vécu sur place. Vous avez vécu au Pakistan. Au Pakistan et tout autant en Inde. Tout autant en Inde. Très bien. Bah, donc vous allez nous éclairer sur ce sujet qui reste quand même, comme je l'ai dit, un peu vague pour les Français et pour nos auditeurs. Donc, je vais commencer par ma première question. Alors, on n'arrête pas de dire que l'Inde va dépasser la Chine. C'est une puissance montante. C'est économiquement, militairement, etc. Alors, démographiquement, on le sait. Vous êtes d'accord que... Oui, ça y est, depuis un an, ils ont dépassé la Chine. Ils ont dépassé la Chine. Alors, qu'en est-il Alors, d'abord, peut-être en introduction, nous parler en quelques mots du dirigeant de l'Inde, donc du président indien Modi, qui est nationaliste et qui a fait une politique un peu de repli sur soi. Enfin, on ne sait pas trop parce qu'on ne connaît pas très bien. Quelle est sa politique au point de vue intérieur et extérieur? Alors Narendra Modi, qui est arrivé au pouvoir en 2014, fait partie du parti nationaliste hindou. Il a érigé vraiment en ADN de sa philosophie et de sa politique à tous les niveaux que ce soit la Hindutva. La Hindutva, c'est vraiment le retour aux origines hindoues, l'Inde aux hindous. Donc on sait les dérapages que ça a pu avoir au plan des droits de l'homme, avec sa chasse à l'homme, entre guillemets, envers les musulmans, mais pas seulement, envers les chrétiens aussi, oui. et toutes les minorités qui ne sont pas hindous. Ça induit aussi une fierté à vouloir produire national, donc on va produire indien. Ça a généré aussi une certaine forme de repli par rapport à l'étranger qu'il est en train de payer un peu cher, donc du coup il essaie un peu de réassouplir et de réattirer les investissements directs étrangers en disant qu'il y a quand même un très bon climat d'affaires en Inde, ce qui n'est pas faux. Et il mène à tous les points de vue une politique ultranationaliste qui au niveau géopolitique va se manifester par notre intérêt d'abord. D'accord. Donc, alors, justement, c'est une bonne transition parce que l'Inde, historiquement, en tout cas ces dernières décennies, était un pays plutôt proche du camp russe. Autrefois, c'était un pays non aligné, qui était, comme tous les pays non alignés, ils étaient plutôt proches de l'Union soviétique. Et donc, nous constatons ces derniers temps un revirement, en tout cas, pour le moins, une sorte de flou. On ne sait pas trop où se situe l'Inde. Alors, l'Inde fait partie des BRICS, mais en même temps achète des armes à la France, notamment les Rafales. Ils viennent de signer avec les Américains, il me semble, pour des achats d'armes aussi. Alors, où ça se situe? Est-ce que c'est flou ou il y a bien une stratégie qui nous échappe? Il y a tout à fait une stratégie et on pourrait dire que l'Inde est un acteur quelque part insaisissable. Si on remonte aux origines, 1955, la conférence de Bandung, Nehru, la fameuse théorie du pays non aligné, ni. Aujourd'hui, elle a bien évolué et l'Inde n'est pas dans le ni, elle est dans le et. C'est-à-dire qu'en fait, elle est multi-alignée. Elle a un camp dans la russosphère, elle a aussi un camp dans le camp occidental et c'est vraiment tisser des partenariats, plus que le mot alliance, qui est d'ailleurs tabou parce que l'Inde n'est alliée avec personne, elle a des partenariats à géométrie variable en fonction donc on peut pas dire que c'est un allié fiable de qui que ce soit. Elle n'est exactement. Et donc elle a des partenariats avec des différents pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et en fonction de ses intérêts, ça va être un coup l'Union européenne, un coup la Russie, un coup les États-Unis, un coup ce qui va l'arranger en fonction de ses desiderata. Et comme l'Inde a quand même beaucoup d'attrait aujourd'hui à ce jour, parce qu'elle représente une alternative à la Chine, parce que c'est la plus grande démographie, parce que c'est là où toute la croissance est à faire, mais on flirte quasiment encore avec une croissance à 2 chiffres, c'est vrai que beaucoup se disent on a intérêt à diversifier, à pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et l'Inde a quand même des leviers et un vecteur stratégique, que ce soit d'un point de vue économique, militaire ou purement géopolitique.
D'accord. Alors, mais on sait que l'Inde, en tout cas, il y a un pays avec lequel elle n'a pas vraiment d'alliance, c'est la Chine. Donc, alors, qu'en est-il exactement? Parce que on a tendance parfois à caricaturer les relations de l'Inde avec la Chine en faisant un peu des relations non seulement conflictuelles, mais presque guerriers. Qu'en est-il vraiment quelle est la situation entre les deux pays rappelons qu'ils ont ils ont un conflit Alors, territorial déjà. On va en venir. Il faut avoir plusieurs niveaux de lecture sur cette question. La première, pour schématiser, on va dire c'est son pire ennemi, entre guillemets, et en même temps c'est son allié indispensable. Alors son pire ennemi... C'est la première fois qu'on me dit ça. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est un allié indispensable. La Chine et l'Inde sont des alliés Alors d'abord ce sont des alliés indispensables parce que la Chine est de très très loin, le premier partenaire commercial de l'Inde. Et l'Inde a son industrie manufacturière qui ne pourrait tout simplement absolument pas fonctionner sans les importations chinoises. Il n'y a pas un seul bled et un seul coin en Inde où il n'y a pas le China Corner. C'est que 70% des produits qu'on trouve en Inde sont du Made in China. C'est son premier allié stratégique, c'est une évidence. Ensuite... Pardon, je vous coupe, mais la balance commerciale, elle est en faveur de qui? Est-ce qu'elle est neutre ou Elle est complètement en faveur de la Chine. D'accord, donc en fait, il y a un déficit. Les Indiens importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Oui, et ça de façon générale, ils exportent 2 à 3 fois plus qu'ils n'importent. Oui. Et c'est l'inverse, excusez-moi. Oui, ils achètent beaucoup plus qu'ils ne vendent. En tout cas avec la Chine. En tout cas avec la Chine. Ensuite, oui, bien sûr, elle est sa rivale. D'abord, elle est sa rivale parce que l'Inde adorerait rivaliser avec la Chine. On peut schématiser en disant que l'Inde d'aujourd'hui est ce qu'était la Chine il y a 20 ans et que d'un point de vue géopolitique, de quoi a besoin l'Inde? De se protéger pour des raisons sécuritaires et pour des raisons d'influence grandissante de la Chine dans la région. Alors dans la région, on va parler de l'Indo-Pacifique et c'est pour ça que l'Inde fait partie du Quad, qui est une alliance entre le Japon, l'Australie et les États-Unis pour contrer l'influence chinoise. Et d'un point de vue plus sécuritaire, puisque la stratégie de l'Inde, c'est les voisins d'abord, vous l'avez justement rappelé, chaque année, l'Inde perd de ses territoires sur le pourtour himalayen. Et en 2020, il y a eu un énorme incident à la frontière au Ladakh entre la Chine et l'Inde, où il y a eu 20 soldats tués du côté indien, qui est resté un sujet tabou. Mais c'est pour ces raisons que l'Inde a besoin de autant d'armement. Alors, il y a un truc, il y a quelque chose, un point qui m'interroge, c'est pourquoi... comment se fait-il que l'Inde soit en déficit commercial avec la Chine? Parce que dans notre imaginaire, l'Inde maintenant est devenue une puissance industrielle. La main-d'œuvre indienne semble moins coûteuse que la main-d'œuvre chinoise. Et comment ça se fait que l'Inde dépend encore de la Chine pour une grande partie de ses importations? Parce que l'Inde manque cruellement encore d'infrastructures et n'a pas su intégrer la valeur ajoutée dans sa chaîne de production. Et il y a 10 ans, Narendra Modi, lorsqu'il a pris ses fonctions en 2014, a lancé le programme Make in India. Pas Made in India, Make in India, ce qui veut dire qu'au lieu d'importer le produit, on va importer la technologie qui va permettre à l'Inde de fabriquer sur place le produit en question. Et c'est vraiment, vraiment cette énergie-là qui a permis à l'Inde vraiment de progresser. Elle est aujourd'hui la 5e puissance mondiale. On ne va pas se lancer dans les chiffres de PIB, mais elle est ex-aequo avec le Japon derrière l'Allemagne. Elle a à peu près la puissance qu'a la France, mais elle est quand même 17 fois plus peuplée. Et même si elle est la 5e puissance, elle est quand même au 130e rang mondial en termes d'indice de développement humain. Donc il faut aussi relativiser, et un pauvre sur 4 dans le monde est indien. Certes, il y a une puissance démographique, elle a dépassé la Chine, 65% de la population a moins de 35 ans, 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. Qu'en fait-on? Il y a 10% de chômage. Et les services étant le premier secteur de l'économie indienne, étant assez peu pourvoyeurs d'emplois, énormément se retrouvent sur la paille. Donc il faut relativiser. Ensuite, d'un point de vue décollage, donc c'est ce fameux programme Make in India qui a fait que l'Inde a vraiment pu booster et exploser sa production industrielle sur place, dans plusieurs domaines, dans la tech. Et c'était pas un hasard si Narendra Modi était ici à Paris pour le sommet international sur l'IA, parce qu'ils ont une intelligence, ils ont des savoir-faire.
Ils ont depuis longtemps ce qu'on appelle cette Silicon Valley indienne, où il y a un vivier, effectivement, pour venir le futur géant de la tech. C'est aussi, bien évidemment, le secteur de l'acier. On pense à Mittal. L'Inde est devenue le 2e plus grand producteur d'acier du monde. C'est les téléphones portables. Apple a ouvert ses usines en Inde il y a 2 ans. C'est aussi tout ce qui est chimique et médicaments. L'Inde produit 40% des médicaments dans le monde. Donc il y a beaucoup, effectivement, de leviers d'une industrie, d'une production qui est en train de naître, mais relativisons, elle n'est qu'une puissance moyenne, elle est loin, loin, loin derrière la Chine. D'accord, donc en fait, lorsqu'on vous écoute décrire un peu l'économie indienne, on a l'impression que c'est plus une économie de pointe. Donc leur industrie est plus technologique qu'une industrie de masse, de produits de tous les jours. Parce que tout ce que vous venez de citer, c'est des choses plutôt électroniques, informatiques, etc. Et pas du tout des produits entrée de gamme tels que nous les importons de Chine, textiles pas chers, etc. Donc ça reste chinois. C'est exactement ça. D'accord, donc c'est ce que l'on sait moins, parce que il me semblait, comme beaucoup de Français, que l'Inde était en train de remplacer la Chine pour ce genre de produits un peu bon marché. Et donc, Non, elle est plutôt sur des secteurs de niche, oui. Elle est plutôt sur des secteurs de pointe, et elle importe aujourd'hui, grâce à ce programme Make in India, enfin des transferts de technologie des pays étrangers pour pouvoir commencer elle-même à produire. Et là... je pense directement à l'armement quand je pense à ça. D'accord, mais qui est le premier client des Indiens pour l'exportation? Ce qu'exporte l'Inde, ça va où en majorité? Parce qu'on a compris que ce n'est pas la Chine. Donc, est-ce que c'est l'Occident, enfin c'est l'Europe, c'est plutôt les États-Unis? Ce sont les États-Unis en premier, et l'Europe arrive en troisième position. D'accord, donc les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Et avec l'Europe, l'idée est de booster justement ce commerce, et c'est pas un hasard si la présidente de la Commission européenne, il y a 10 jours, est justement partie à New Delhi pour renouer des partenariats stratégiques, dont un accord de libre-échange pour baisser les tarifs douaniers, pour rebooster le commerce, parce qu'on s'aperçoit qu'est-ce que nous avons, nous, à gagner comme Européens de baisser les tarifs douaniers à l'Inde? Qu'est-ce qu'ils nous achètent, à part des avions et des armes? Ils achètent de plus en plus nos technologies, en effet. Ce sont aussi des technologies au niveau de l'intelligence artificielle, et ce serait aussi dans des niches plus petites, tout ce qui concerne le secteur de l'hôtellerie, des infrastructures. C'est Alstom, par exemple, qui a construit les métros sur Delhi, si j'ai bonne mémoire. Et ce qui va être dans le secteur du luxe. Mais c'est essentiellement l'armement, on est d'accord, et les infrastructures, les routes, et aussi le secteur automobile et aéronautique civile. Alors, on confond souvent achat, exportation vers l'Inde, et transfert de technologie, c'est-à-dire des sociétés qui investissent chez eux. Mais en réalité, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'ils nous vendent des produits et nous leur vendons... du savoir-faire, où nous investissons plutôt chez eux, mais nous ne vendons pas des choses que l'on produit nous-mêmes pour eux. C'est bien ça. Hein. Donc il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on importe d'Inde, on importe des produits fabriqués, alors que eux ne nous achètent pas des produits que nous avons fabriqués nous-mêmes. Je me trompe, ou c'est un peu ça? Non, c'est plus ça, si on parle sur l'armement, la technologie et à part les avions, du commerce. Oui, à part les armes, oui. Donc, parce que c'est pour ça que j'évoque ça. Il y a le textile, c'est vrai, mais eux achètent plus du haut de gamme que nous achetons du haut de gamme chez eux. C'est pour ça qu'il me semble que les tarifs, le libre-échange avec eux est à géométrie variable. Enfin, je ne pense pas qu'on soit, nous, aussi gagnants qu'eux. Mais en tout cas, on va faire une pause. On va reprendre sur le côté géostratégique et militaire. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, nous reprenons donc cette émission. Nous avons évoqué la puissance économique montante de l'Inde et ses rapports avec la Chine et le reste du monde. Et nous allons maintenant aborder le côté géostratégique de l'Inde, sa puissance militaire, son armement. Alors pour commencer, puisqu'on parlait d'industrie et d'exportation, je l'ai rappelé en début d'émission, l'Inde nous achète maintenant des armes, puisqu'elle a acheté des Rafales, mais je pense qu'ils achètent d'autres choses. Oui, on va y voilà. Un peu aux États-Unis, un peu aux Russes. Mais que produit l'Inde comme
armement? Est-ce que l'Inde est une puissance donc c'est une puissance militaire, mais est-ce que c'est une puissance d'industrie militaire ou pas encore? Alors, peu, mais j'aimerais introduire le fait quand on dit que c'est une puissance militaire. Oui, c'est une grande puissance militaire complètement dépendante. Oui, parce que par définition, si elle importe des armes... Elle est complètement dépendante. Oui, parce qu'elle importe... si elle nous achète des Rafales, ça veut dire qu'ils ne produisent pas d'avions de chasse efficaces. Je pense que toute puissance qui importe une grande partie de son armement est dépendante. Voilà. D'autant plus qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire. Mais si, justement, l'Inde a la bombe nucléaire. Que dis-je L'Inde et le Pakistan. À cause de son grand méchant voisin frère ennemi de 1947. Donc oui, c'est une puissance. Ils l'ont eu en même temps, pratiquement. La même année, voilà. Oui, l'une a été fournie par la Corée du Nord et l'autre par des gens plus fréquentables. Oui. Pardon. Donc c'est une grande puissance militaire. Donc à ce niveau-là, l'Inde, oui, elle a la bombe nucléaire. C'est une grande puissance militaire parce qu'elle possède la plus grande armée au monde. Après la Chine, et juste devant les États-Unis. Oui, il y a, pour vous donner les chiffres, 2 millions de soldats dans l'armée chinoise, 1,5 pour l'Inde et 1,3 pour les États-Unis. Oui, enfin de nos jours, le nombre de soldats compte de moins en moins. Hein. C'est vrai. Mais elle est largement dépendante, à 70% de ses équipements militaires. Alors, pour revenir à votre question... L'Inde, qu'est-ce qu'elle produit ? Des missiles et des systèmes de lancement, des lance-roquettes multiples, des avions de combat, des véhicules blindés, des systèmes terrestres, des munitions et des armes légères, des systèmes électroniques et des radars. L'entreprise leader dans le domaine, c'est Hindustan Aéronautique. En revanche, avec le programme Make in India dont on parlait tout à l'heure, il n'a pas vraiment pris au niveau du poids militaire. Et là, c'est l'un des défis justement de Narendra Modi, qui investit massivement dans la défense et l'aérospatiale, puisqu'il aimerait... construire plus d'usines d'armement, des avions, des combats de chasse. Et il faut quand même pas oublier aussi, entre parenthèses, que cet été, l'Inde, pour la première fois de son histoire, a envoyé une fusée sur la Lune, et qu'en cela, elle rejoint quand même le club des grandes puissances. Car seuls les États-Unis, la Russie et la Chine ont quand même maintenu l'exploit. Donc c'est toujours, de toute façon, l'Inde est un pays très constrainté. En même temps, il y a 75% de la population qui vit sous seuil de pauvreté, et elle fait partie des 5 grandes puissances mondiales qu'on voit une fusée sur la Lune cet été. Mais voilà, elle manque cruellement d'armement, elle dépend avant tout de la Russie. La Russie a toujours été un ennemi historique depuis 1947, et ça a été le seul pays qui, jusqu'à récemment, a été d'accord pour faire des transferts de technologie, dont un, il y a encore 3 jours, sur des moteurs de chars. Et la France est devenue le deuxième, aujourd'hui, fournisseur. Qui a fourni des moteurs de chars. Tout à fait. La Russie a toujours fourni à l'Inde le transfert de ces technologies, dont récemment des moteurs de chars il y a 2 jours. D'accord. Et donc l'Inde, c'est quand même 20 milliards de dollars par an qu'elle importe en termes d'équipement, ce qui prouve son incapacité à ce jour de pouvoir produire elle-même. Et parmi les fournisseurs de l'Inde, 45% ce sont la Russie, et arrive en seconde position à quasi 30% la France. Oui, donc en fait c'est vraiment un pays qui est à cheval entre... l'Occident, il y a aussi les Américains donc, qui fournissent un peu maintenant depuis peu. Alors, pour donner des chiffres, 45% pour la Russie, 30% la France, 11% les États-Unis. Ah oui, donc ça reste faible. Mais en tout cas, si on compte l'Occident de manière globale, c'est-à-dire États-Unis, Europe, on arrive au niveau de la Russie. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, les Indiens, la production d'armement... typiquement indien, elle est très faible. C'est ça, donc oui, elle est très faible, et c'est pas encore très élevé, très haut de gamme. C'est pas des armes de pointe. Non, ce ne sont pas des armes de pointe. Et pourquoi l'Inde aussi a du mal à produire, c'est parce qu'elle est lente dans la faisabilité, dans la conception et dans la mise en œuvre de ces technologies. Donc le temps de le faire, elle a eu 10 000 fois le temps d'importer. D'ailleurs, en tant que puissance nucléaire, elle est très très loin de la Chine, puisque la Chine... était la 3e puissance nucléaire. Et là, ils sont en train d'augmenter considérablement le nombre d'ogives, les Chinois. Et il me semble que l'Inde, avec le Pakistan, sont les derniers de la classe parmi les puissances nucléaires. Ce sont ceux qui ont le moins d'ogives, il me semble. Là, vous me posez une colle. Vous savez pas. Mais oui, par rapport à ses voisins russes et chinois, il me semble que c'est 25 fois moins. Mais alors... Géostratégiquement, l'Inde, quels sont ses ennemis historiques, ses ennemis futurs, actuels, comment ça se situe ? Parce qu'en fait,
on sait qu'il y a un conflit avec la Chine, mais en même temps, ils travaillent ensemble. Par rapport à la Russie, par rapport au reste de ses voisins, bon, bien sûr, et le Pakistan. Mais quelle est la stratégie du régime indien par rapport à ce qui se passe dans le monde? Elle n'a pas vraiment d'ennemis, c'est plus, on peut pas parler en termes d'amis ou d'ennemis avec l'Inde. L'Inde, c'est un jeu d'équilibrisme. Après, si on veut mettre un nom sur cette étiquette ennemi, il y a son voisin qu'elle déteste, il faut le dire, qui est le Pakistan. Mais la Chine représente aujourd'hui une menace bien plus importante pour l'Inde que son voisin pakistanais. Donc j'aurais du mal à répondre, on ne peut pas répondre oui ou non, ami, pas ennemi, parce que l'Inde, elle est sur tous les plans. Ce qui est surtout, moi, à mon sens, important à avoir en tête, c'est que l'Inde, dans sa rivalité et dans sa quête de devenir une grande puissance, ce qu'elle vise pour 2047, qui sera le centenaire de sa création, c'est qu'elle aimerait ne plus être un nain politique. Et ça, c'est son grand souci. C'est vraiment ça qui l'empêche d'être une grande puissance. Oui, l'Inde ne siège pas au Conseil de sécurité Voilà, donc ça fait une dizaine d'années qu'elle demande à ce qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité pour y avoir une place. Elle multiplie sa présence dans les organismes internationaux qui sont tous antinomiques, puisqu'il va y en avoir qui sont coopération de Shanghai complètement asiatique, d'autres qui vont être plutôt anti-occidentaux, donc qui vont être pro-occidentaux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle est restée fidèle à mes intérêts d'abord. On est amis avec personne, ce qui revient de dire on est amis avec tout le monde. Et en fonction de mes intérêts au moment M, à l'instant T, je choisis quel levier je vais activer. Et ils ont quand même des alliances, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, avec le Japon, avec l'Australie. Donc, quelles sont leurs relations avec ces pays et pourquoi ils ont des alliances avec certains pays? Est-ce que c'est pour encercler un peu la Chine ou C'est complètement pour contrer l'influence de la Chine quand je pense au Quad, et c'est également pour développer les partenaires et les échanges commerciaux en termes d'exportation de l'Inde, d'abord dans son giron, à savoir dans l'Indo-Pacifique. Est-ce que l'Inde a des pays, il y a des pays qui sont sous influence indienne? Est-ce que l'Inde a une puissance telle que les grandes puissances, généralement, il y a un certain nombre de pays qui sont un peu sous son influence. Les Américains, n'en parlons pas. La France, il y a ses anciennes colonies, l'Angleterre aussi. La Chine, on sait qu'il y a quelques pays voisins qui sont un peu sous influence chinoise. Maintenant, en Afrique aussi. Est-ce que l'Inde a une certaine domination, enfin une domination, j'exagère, mais est-ce qu'elle a une influence certaine sur une région du monde ou un certain nombre de pays voisins, par exemple? Non, elle n'a pas, au sens factuel et concret du terme, une influence. En termes, c'est 80% de ses exportations, c'est dans ce pays-là, et si ce pays-là n'a plus l'Inde, il sombre. Mais non, ça, il n'y a pas. Militairement, je veux dire, une influence... Non. En revanche, elle aimerait avoir une influence idéologique, et c'est ce qu'elle a rappelé quand elle a présidé le sommet du G20 qu'elle a accueilli chez elle à Delhi, où elle se rêve en leader du Sud global. Oh, mais ça, c'est vieux. C'était le... Voilà, donc c'est plus une quête idéologique à ce jour. Mais est-ce que... Alors, ça date de la guerre froide, d'être un peu le chef de file des non-alignés. Mais est-ce que... Non, des pays globaux du Sud, là, c'est vraiment ce qu'elle disait pour la première fois. Elle l'a ouvertement dit. C'est un peu les non-alignés. D'accord. C'est un peu la même, on retrouve les mêmes. Mais est-ce que c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé ou c'est faisable? Parce qu'en fait, je dis ça parce que jusqu'aux années 90, ça n'a jamais pris. C'est-à-dire l'Inde n'a jamais réussi à prendre la tête des pays non alignés. Il y a toujours eu des chefs nationalistes locaux qui faisaient à leur tête. Enfin, jamais l'Inde n'a pu être le chef du troisième pôle, en dehors des deux grandes puissances qui étaient l'Union soviétique et les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de l'Inde d'être à la tête de ces pays, un peu, le meneur du jeu? J'entends... Brésil, Inde, Afrique du Sud, etc. Ça, je ne le sais pas. Je suis pas voyante. L'Inde en a le potentiel, l'Inde en a l'ambition. Après, l'Inde n'est pas la seule. C'est ça, parce que c'est pour ça que j'ai cité l'Inde n'est pas la seule, surtout qu'il y a une présidence tournante. Par contre, elle se rapproche des pays d'Afrique. Elle essaie vraiment d'étaler au maximum.
pas tant son influence, en fait, plus ses partenariats. Je ne pense pas qu'elle réserve tellement en termes d'influence. Il y a juste qu'elle aimerait devenir une grande puissance, plus peser dans les instances internationales où elle est d'ailleurs toujours relativement neutre, alors que paradoxalement, elle demande à avoir son mot à dire, mais elle reste neutre. Je crois que c'est vraiment une question opportuniste aussi, parce que moi je trouve que la vision de l'Inde est assez opportuniste. Et en termes d'influence, oui, pourquoi pas, je pense surtout elle aimerait devenir parmi les pays locomotives. D'accord. Ensuite, par contre, elle en a tout le potentiel, ça c'est une réalité. D'accord, dernière question, il nous reste moins d'une minute. À votre avis, je vous demande de faire un peu de la voyance, dans combien de décennies l'Inde sera au niveau de la Chine? Est-ce que d'ailleurs ils y arriveront, à votre avis? Et s'ils y arrivent, il leur faudra encore combien de temps? À quelle distance sont-ils de la Chine? Les prédictions annoncent clairement l'horizon 2050. D'accord. Donc ils dépasseront ou ils arriveront au en même niveau. 2030, elle sera au niveau de l'Allemagne, c'est-à-dire dans 5 ans, et elle sera au niveau de la Chine en 2050. D'accord. Et si entre-temps, il y a une réforme des Nations Unies et qu'elle devient la première puissance démographique, une grande puissance économique, là, effectivement, on pourra réenvisager les réponses. Très bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur ce sujet et peut-être une prochaine fois sur notre antenne. Merci.